va commencer tout de suite avec un panel de conférencières chevronnées qui viendront s'entretenir avec nous sur le thème du leadership au féminin. Alors, nous commencerons la première présentation avec Mme Catherine Le Capitaine, qui est professeure agrégée et actuellement directrice des programmes de deuxième cycle du département de relations industrielles à l'Université Laval. Elle est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en relations industrielles à l'Université Laval, ainsi que de plusieurs années d'études universitaires en France. Elle est actuellement co-chercheure au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT. Ses principaux thèmes de recherche portent sur les défis de la représentation collective dans la société contemporaine, l'actualisation et l'avenir des syndicats dans le secteur privé et dans le secteur public, des formes alternatives de la représentation collective, le leadership féminin dans les syndicats, l'action syndicale et la prévention des risques psychosociaux du travail, la qualité de vie au travail et hors du travail, la conciliation travail-famille et implication sociale des femmes, le bien-être, la qualité de vie au travail et hors du travail des professionnels, les identités et valeurs du travail, les mutations du travail, donc tous des sujets qui ne vous intéressent pas et qui n'ont pas tout à fait rapport, comme vous pouvez le voir, avec la présentation, mais tout de même, ça va nous faire plaisir d'accueillir Mme Catherine Le Capitaine. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord les organisateurs du séminaire de la rentrée pour vraiment l'opportunité qui m'est offerte de vous présenter un thème qui me porte à cœur et qui porte sur le leadership syndical au féminin. J'en suis à mes premiers balbutiements en termes de travaux de recherche à cet égard-là, même si cela fait une dizaine d'années que je m'intéresse à la thématique des femmes et des organisations syndicales. Comme on va vous le montrer tout à l'heure, les recherches sur le leadership syndical qui privilégient un angle d'analyse selon le genre, ce sont des recherches quand même, somme toute, peu nombreuses à l'heure actuelle. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui aux questions qu'on va se poser, bien entendu, mais j'espère que la présentation de cet après-midi va pouvoir vous alimenter dans votre réflexion pour construire vos propres actions syndicales ensuite dans les milieux, et ce, de tous les niveaux, autant au niveau local, régional, fédération et autres. Je fais aussi partie, comme Marc-Antonin le disait ce matin, donc de l'équipe avec Marc-Antonin, et je travaille spécifiquement sur le leadership syndical des femmes en collaboration avec actuellement Marie-Pierre Bernard-Pelletier, qui est une étudiante de doctorat au département des relations industrielles, qui fait sa thèse de doctorat sur ce thème. Ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de débuter par des constats généraux, de revenir aussi sur les barrières au leadership des femmes. Ça, c'est un aspect plus documenté, puisque plusieurs recherches ont déjà été menées sur le sujet là-dessus. En troisième lieu, l'exercice du leadership syndical au féminin. Alors, on va s'interroger sur les éventuelles différences entre le leadership syndical des hommes et celui des femmes, et pour conclure avec certaines stratégies syndicales issues de la littérature, que j'ai fait un peu le tour de la littérature au niveau des recherches, sur des stratégies syndicales mises de l'avant pour renforcer l'égalité selon le genre. Alors, débutons par quelques constats. Des constats, je vous dirais, au départ, assez généraux. Oui. C'est la même chose. Parfait. Donc, des constats assez généraux avec des phénomènes, tout d'abord, concomitants qui sont maintenant bien établis dans la littérature, dans les milieux de travail, etc. Donc, je vous ai mis d'un côté la participation accrue des femmes sur le marché du travail, qui est un fait maintenant bien établi auprès des milieux de travail. Et en parallèle, comme on le sait, il existe aussi un consensus, on en parlait aussi ce matin dans certaines présentations, un consensus à l'effet d'une sous-représentation évidente des femmes dans les postes à responsabilité dans les organisations.
Eh bien, nous observons, comme vous le savez, le même phénomène dans les organisations syndicales, à savoir, d'un côté, une présence accrue des femmes parmi les membres des organisations syndicales, principalement d'ailleurs dans le secteur public et parapublic, comme cela vous concerne majoritairement. Et pourtant, nous remarquons aussi que les femmes demeurent sous-représentées au sein des instances décisionnelles et, je vous dirais, au sein de l'ensemble des structures syndicales, donc dans les milieux, autant, et ce, à tous les niveaux, niveau local, niveau délégué, niveau syndicat régional, niveau fédération et autres. Et vous n'êtes pas sans savoir que votre organisation syndicale est la seule centrale syndicale actuellement au Québec qui a une femme comme présidente. Je vous montre ici, pour notre réflexion, des chiffres que vous connaissez peut-être déjà, mais je trouvais très important de les établir à nouveau. C'est en fait démontrer cette augmentation au fil du temps du nombre de femmes membres dans les organisations syndicales. Voici un premier graphique qui représente la couverture syndicale au Canada entre les hommes et les femmes de 1900, alors petite erreur, c'est de 1997 à 2013, où vous voyez, alors les chiffres ne sont pas tous là, mais vous voyez l'évolution en fait du profil des membres dans les organisations syndicales au Canada et le graphique parle en lui-même. Vous voyez qu'en 1997, sans égard aux chiffres, vous constatez qu'il y a plus d'hommes parmi les membres des organisations syndicales que de femmes. Et si nous regardons de l'autre côté du graphique, en 2013, au Canada, nous avons maintenant davantage de femmes parmi les membres que d'hommes. Donc, ça, c'est un constat marquant, chiffres à l'appui. Le tournant a eu lieu en 2006. Vous voyez, j'ai mis le résultat. En 2006, alors, où il y a eu un effet où on constatait plus de femmes que d'hommes parmi les membres. Alors, notamment, on connaît les pertes d'effectifs dans le secteur manufacturier où on retrouve beaucoup d'hommes, des percées syndicales très importantes aussi dans les secteurs où vont prédominer les femmes. Pensons dans les dernières années à la syndicalisation des responsables de services de garde en milieu familial, par exemple. Donc, certaines percées intéressantes. Et je vous dirais que ce n'est pas exclusif au Canada. Nous observons le même phénomène dans plusieurs pays, notamment en Australie, en Angleterre et aussi ailleurs dans le monde. Par exemple, en Australie, c'est depuis 2009 où les femmes sont maintenant plus nombreuses dans les organisations syndicales que les hommes. Là, on parle des membres. Donc, c'est quand même un phénomène, même si cela fait longtemps que les femmes sont membres des organisations syndicales, c'est quand même un phénomène, je vous dirais, relativement récent où nous avons maintenant davantage de femmes. Et cela est sans compter votre propre organisation syndicale où il y a une très, très grande majorité de femmes parmi vos effectifs. Ça démontre aussi une chose, c'est que le profil des membres est en constante évolution au fil du temps. Donc, cela se construit et nous permet aussi de se dire que si le profil des membres évolue, il faut aussi que les actions syndicales s'actualisent en fonction du profil des membres. Je vous ai fait aussi le graphique concernant cette fois la couverture syndicale au Québec, donc de 1997 à 2013. Vous voyez ici qu'en 2013, nous avons dans les effectifs syndicaux 39,7 % d'hommes et 39,4 %
de couverture syndicale au niveau des femmes, et on pourrait, quand on voit la tournure des courbes, se propager dans les prochaines années, se mettre un petit peu dans les prochaines années et penser que là aussi, comme c'est nez à nez à l'heure actuelle, que les femmes aussi au Québec vont dépasser les hommes en termes de membres dans les prochaines années. La question du leadership et du nombre de femmes, vu un tel contexte que nous venons d'énoncer, est d'autant plus cruciale. Et je vous mets, pourtant, il existe un paradoxe. Là, je relève une citation d'un article. « Plus les femmes sont syndiquées, moins on en parle. » Sans nier les avancées, notamment, vous le savez, scolarisation accrue des femmes. Il y a maintenant, aujourd'hui, plus de diplômés universitaires parmi les femmes que parmi les hommes. Donc, les femmes diplôment plus massivement, si on veut, dans les universités. Donc, des avancées en ce terme-là. Et pourtant, plus on monte dans la hiérarchie, y compris dans la hiérarchie syndicale, moins on retrouve de femmes. Et je rajouterais aussi que cette sous-représentation, vous pourriez nous dire pourquoi doit-on en discuter ici au sein de la CSQ lorsque nous avons combien 75% de membres parmi les membres, 75% environ de femmes ou approximativement. A-t-on un problème de sous-représentation vu qu'on est déjà une majorité de femmes? Eh bien, je vous dirais que cette sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles ou dans les structures syndicales se retrouve aussi dans les cas où les organisations syndicales représentent une très grande majorité de femmes. D'ailleurs, je vous mets ici un petit graphique que j'ai, en fait, en 2012, j'ai mené une enquête où nous avons reçu 1076 enseignants et enseignantes d'un syndicat CSQ qui nous a répondu sur une vaste enquête. Et j'ai été retracer un petit peu quelques données à cet effet-là, sachant que c'est affilié à la FSE, et peut-être que vous allez tous vous retrouver dans ces chiffres ou pas. Nous pourrons en discuter par la suite. Mais je voulais vous décrire ici un milieu où, évidemment, nous sommes dans une très grande proportion de femmes. Et nous avions un échantillon d'ailleurs représentatif des membres, où nous avions dans ce 1076 enseignants d'un syndicat de la FSE-CSQ dans une région du Québec, nous avions 76% de femmes et 24% d'hommes. Et lorsqu'on regarde au niveau des fonctions syndicales, je vous ai dit que le leadership, et je pense que mes collègues ce matin ont bien insisté aussi, que ça se passe aussi, c'est pas juste en haut de la hiérarchie, mais que les délégués en particulier, ce sont des personnes qui sont directement connectées avec les milieux de travail, donc qui sont proches de l'action. Donc, le leadership syndical à niveau local est crucial. Lorsqu'on regarde les fonctions syndicales, nous remarquons qu'il y a environ 31% d'hommes qui sont délégués et 69% de femmes. Donc, il y a une sous-représentation assez légère, somme toute, mais sous-représentation des femmes dans les fonctions, je vous dirais, proches du terrain. J'ai fait aussi le graphique suivant qui vous démontre cette fois-ci la répartition par type d'établissement. On sait très bien que dans le secteur préscolaire et primaire, il y a une très, très grande majorité de femmes. Mon garçon vient de finir son primaire, il est rentré au secondaire et il n'a jamais eu un professeur homme dans son enseignement. Ce qui est complètement un peu nouveau dans ce secondaire. Donc, vous remarquez ici le total, 12% d'hommes au niveau préscolaire et primaire contre 88% de femmes. Alors que dans les fonctions syndicales, nous retrouvons une personne sur 5
dans les milieux préscolaires et primaires qui exercent des fonctions syndicales qui sont des hommes. Donc, il y a une surreprésentation, si on veut, des hommes par rapport à l'effectif total. Au secondaire, alors je vous fais grâce de tous les chiffres, mais vous pourrez regarder mes graphiques. Au secondaire, la différence est encore plus éloquente, je vous dirais, puisqu'il y a plus, même si on sait bien qu'il y a plus d'enseignants hommes au secondaire, cela dit, par rapport au total de 38 %, nous retrouvons une personne sur deux dans le secteur secondaire, dans les établissements d'écoles secondaires, où ce sont des hommes qui exercent une fonction syndicale, notamment comme personnes déléguées. Et je vous joins aussi les chiffres dans les centres de formation. J'ai jumelé centres de formation professionnelle et centres d'éducation aux adultes. Nous retrouvons encore une fois une sous-représentation des femmes également parmi les fonctions syndicales. Alors, cette sous-représentation, elle est aussi, c'est aussi un problème, entre guillemets, dans les milieux aussi fortement à prédominance féminine. Les constats que je viens d'exposer ici sont des constats très répandus, dans le sens où il y a... C'est le problème de la sous-représentation des femmes dans les organisations, c'est un phénomène mondial. Donc, on n'est pas seul, évidemment, à les vivre. Ce qu'on remarque, comme ce qui a été déjà mentionné ce matin, je vais passer un petit peu plus vite là-dessus, mais c'est que ce qu'on remarque, c'est que les recherches sur le leadership, et en l'occurrence, en ce qui me concerne, le leadership des femmes dans les entreprises, sont très nombreuses. Je vous ai mis un petit lien qu'on n'a peut-être pas le temps de voir ici, mais que vous pourrez aller cliquer au besoin d'un article de la presse très, très simple qui démontrait il y a quelques jours à peine que la diversité au sein des conseils d'administration, elle s'est accrue, dernièrement d'ailleurs, où on nous disait que depuis, ils ont étudié beaucoup d'entreprises dans une quarantaine de pays, et ce qu'on nous disait dans ce court article, c'est qu'à la fin 2013, la part des femmes dans les conseils d'administration atteignait 12,7 % contre 9,6 % fin 2010. Donc, l'avancée est faible, mais elle est réelle. Et ils nous disent aussi, ça vous intéresse d'aller voir par la suite, que cette diversité au sein des conseils d'administration faisait aussi augmenter la performance, sauf qu'ils n'étaient pas nécessairement capables de faire tous les liens, mais c'est juste pour vous montrer que même dans l'actualité, au quotidien, finalement, on nous parle beaucoup de leadership. Par contre, les études sont plus rares, du moins d'après la recension qui a été faite. Et Marie-Pierre, l'étudiante qui travaille avec moi, a fait un formidable travail là-dessus. Mais en conclusion, c'était de dire que les études portant sur le leadership syndical des femmes sont assez rares, notamment au Québec, d'ailleurs. C'est voire même, je vous dirais, presque inexistante, dès lors qu'on s'intéresse au leadership syndical selon une conception de genre, qui est l'angle d'analyse, comme vous l'avez compris, sur lequel je me penche. Cela dit, il y a eu quand même les études qui sont rapportées dans les recherches, dans la littérature, etc., mettent de l'avant les barrières, les obstacles qui peuvent limiter cette implication syndicale des femmes en termes de leadership dans les organisations syndicales. Je n'ai pas tout répertorié, j'ai répertorié ce qui m'interpelle et ce dont j'ai envie de vous parler dans les prochaines minutes. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que la première barrière, évidente, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on revient toujours ici à l'éternelle difficulté de conciliation entre le travail et la vie personnelle, donc la vie privée, qui démontre que les femmes, malgré certaines avancées, continuent à occuper des rôles multiples et ces rôles multiples peuvent freiner
limiter l'implication au niveau des fonctions syndicales. Ce qui ressort de plusieurs études et des constats que j'ai déjà faits aussi dans les anciennes enquêtes auxquelles j'ai participé, c'est que lorsque la fonction syndicale, elle est professionnalisée, donc c'est ma profession d'être dans le syndicat, le travail va être alors perçu comme étant très exigeant et souvent incompatible avec les responsabilités familiales ou responsabilités personnelles. Lorsque la fonction syndicale est volontaire, on peut être délégué syndical en plus d'être enseignant dans notre milieu de travail et en plus d'être une mère de famille à la maison. Cela va être vu, et c'est ce qui revient souvent dans les recherches, comme une triple tâche. Donc, en plus du travail et de la vie personnelle, j'exerce aussi une fonction syndicale qui, évidemment, met l'accent sur les longues heures de travail, les déplacements requis. Ce que j'ai ressorti dans le tableau qui suit, toujours par rapport à l'enquête auquel j'avais participé auprès des 1076 enseignants et enseignantes, nous leur avions demandé quelles sont les raisons qui limitent votre implication syndicalement parlant. Alors, voici le tableau qui va peut-être faire sourire quelques-uns ou quelques-unes ou quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, selon vos perceptions, mais sur les différentes raisons. Donc, vous avez les hommes en bleu foncé, puis les femmes en bleu plus clair. Ce qui ressort, évidemment, premier aspect presque unanime par tout le monde, les responsabilités familiales demeure un frein. Nous le savions éventuellement, mais vous avez des chiffres ici à la clé. Et vous voyez pour chacune des raisons, les responsabilités familiales, le surplus de travail occasionné par l'implication syndicale, les déplacements requis, vous voyez pour chacun des aspects que les femmes, statistiquement parlant, et c'était significatif, il existe une différence, autrement dit, entre les hommes et les femmes sur les raisons. Les femmes sont plus nombreuses à nous mentionner qu'elles sont plus limitées par les responsabilités familiales, plus limitées par le surplus de travail occasionné par l'implication syndicale. Voici donc la triple tâche en question. Et les déplacements requis pour se rendre à des réunions syndicales peuvent aussi freiner davantage de femmes que d'hommes. Il y a seulement les activités de loisirs où, messieurs, visiblement, cela pourrait nuire à votre implication syndicale. Alors, avec le syndicat, quand on a cherché à interpréter les résultats, on s'est demandé s'il n'y avait pas une confusion entre responsabilité familiale et activités de loisirs au niveau de l'interprétation des hommes. Je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais vous voyez que c'est le seul... Petite parenthèse, le seul point qui dérange davantage les hommes que les femmes. Il reste 4 minutes. Je vous poursuis avec, en fait, toujours dans les rôles multiples des femmes, le vécu un petit peu des femmes ici qui combinent profession et fonction syndicale, toujours d'après les résultats de notre enquête 2012. Ici, vous voyez une colonne, ce que pensaient les hommes délégués, ce que pensent les femmes déléguées et aussi ce que pensent les femmes qui n'exercent pas de fonction syndicale. Il peut exister une différence entre celles qui s'impliquent dans les fonctions syndicales par rapport à celles qui ne s'impliquent pas dans les fonctions syndicales. Mon temps de travail se limite à celui qui est prévu à ma tâche. Ce sont les femmes non déléguées, et d'ailleurs les femmes déléguées aussi, mais les femmes non déléguées qui semblent visiblement surpassées dans leur travail, qu'elles peuvent éventuellement se dire « je ne vais pas non plus encore rajouter une triple tâche ». J'ai une quantité excessive de travail à faire. Voyez-vous, ce sont les femmes déléguées qui perçoivent davantage que les hommes délégués cette quantité excessive de travail à faire. Donc, différence entre les hommes et les femmes ici. Et ce sont également les femmes personnes déléguées qui se sentent davantage stressées au travail. Donc, un vécu quand même visiblement
difficile en termes de barrières. Hein, nous parlons des barrières ici. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la nature même du travail des femmes, et il me reste peu de temps, alors je vais passer relativement vite, avec le phénomène de ségrégation horizontale du travail. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la ségrégation horizontale du travail? C'est on retrouve une concentration de femmes dans certains secteurs ou dans certaines professions. Donc, dans un nombre plus restreint de secteurs et de professions qui sont généralement quoi? Moins rémunérés, moins qualifiés, moins valorisés. Et souvent, ces professions-là aussi peuvent avoir un statut plus à temps partiel ou statut temporaire, et on le sait très bien, je vais passer vite sur les chiffres parce que je manque de temps, mais on sait très bien que les statuts temporaires précaires sont également sous-représentés dans les fonctions syndicales pour différentes raisons, et l'enquête de 2012 le montre également. Ce sont les femmes qui vivent le plus la précarité au travail également. Autre barrière, je passe très vite sur les stéréotypes selon le genre. Ça, c'est du connu, on entend tout le temps en parler, de dire qu'il y a des barrières qui ressortent parce que c'est lié, en fait, à nos différences entre les hommes et les femmes, donc selon les catégories entre les deux sexes ici. Autrement dit, on aurait un profil de femme et on aurait un profil d'homme. Et vous connaissez très bien le profil typiquement féminin, créative, intuitive, non compétitive, tolérante, subjective, informelle, et j'en passe, à l'écoute, etc., profil de femme. Oui, je sais que ça fait sourire, effectivement. Et nous aurions aussi un profil d'homme, donc le paradigme masculin qu'on appelle conformiste, normatif, compétitif, discipliné. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur Gray qui le dit. Ça devait être un homme objectif, formel, etc. Mais, évidemment, ça fait sourire. Évidemment. C'est juste que ça revient constamment de se faire dire ça, parce que de dire que quoi? Que les organisations syndicales ont été bâties sur une culture syndicale masculine, et que les femmes qui seraient dans les fonctions syndicales, qui exerceraient des fonctions, et je parle bien au conditionnel, les femmes qui exerceraient des fonctions syndicales, elles feraient simplement se conformer à des comportements masculins pour pouvoir y arriver. Alors, évidemment, ce profil, et je vois les interactions dans la salle, font sourire. Alors évidemment, n'aurait-il pas un problème beaucoup plus structurel qu'une simple différence entre les hommes et les femmes en matière de profil, n'est-ce pas? Et je souhaiterais mettre l'accent là-dessus pour terminer, en disant que, et l'exercice que j'ai posé aussi, c'est qu'au niveau du leadership, existe-t-il des différences entre le leadership féminin et le leadership masculin au sein des syndicats, malgré toutes ces barrières-là? Ce qu'on a vu ce matin, c'est une typologie qui nous présentait un peu le syndicalisme transformationnel. Il y avait le leadership aussi authentique et le leadership éthique. Ce qui ressort dans une étude très importante en Australie, étude très récente qui a été menée par Barbara Pocock et Brown sur le leadership syndical spécifiquement des femmes. Et on avait bien insisté dans la salle ce matin que les femmes ou les hommes, d'ailleurs, n'ont pas juste un profil. Je suis transformationnel, je suis transactionnel. Transactionnel, c'est celui qui correspond davantage à un syndicalisme très traditionnel basé sur la bureaucratie, les sanctions, le contrôle, etc. Transformationnel, nous l'avons très bien vu ce matin par nos collègues, donc plus des agents de changement. Ce que cette étude fondamentale nous dit, c'est qu'il existerait, on ne peut pas classer, les femmes sont post-héroïques, par exemple, ou les femmes sont transformationnelles. Ce qui est constaté, c'est qu'on retrouve évidemment des femmes partout,
transactionnel, transformationnel, post-héroïque, voire dans plusieurs combinaisons en même temps, comme nous l'avions dit. Cela dit, une conclusion fondamentale de cet article-là, c'est qu'on retrouve quand même la seule conception de genre qui se retrouve, c'est qu'il y a davantage de femmes post-héroïque. Et le post-héroïque me faisait beaucoup penser à ce que vous aviez étudié comme étant le leadership authentique ce matin, c'est-à-dire plus axé sur le collectif, donc moins individuel, plus réflexif, plus relationnel, plus participatif, donc d'aller chercher les membres et non pas d'arriver avec notre propre vision, reconnaît les émotions au travail et reconnaît aussi les enjeux spécifiques, c'est-à-dire la nature liée entre le travail et le hors-travail. Donc, les femmes auraient la conception genrée que nous retrouvons, d'après cette étude, se situe dans le post-héroïque, sachant qu'il y a différentes phases aussi dans la construction de l'identité féminine. Un dernier mot, si vous me permettez, sur les stratégies syndicales qui sont mises en place dans les organisations syndicales. On vise, pourquoi avoir plus de femmes dans les organisations syndicales? C'est pour viser une représentation plus démocratique, c'est-à-dire d'avoir une participation proportionnelle des divers groupes de membres dans la prise de décision, mais aussi, comme on le voyait un peu, une représentation axée sur la justice également, c'est-à-dire, et ça, ce sont des stratégies un peu différentes, pas exclusives, elles peuvent être évidemment complémentaires, c'est de mettre en place des mécanismes collectifs qui s'assurent que les intérêts propres et spécifiques aux femmes vont être représentés. Je vous ai mis ici, juste très brièvement, la volonté des organisations syndicales, elle est présente au niveau mondial. Notamment, j'ai relevé la CSI, elle vise jusqu'en 2018 que 30% des femmes soient présentes dans les instances décisionnelles. L'Internationale de l'éducation a fait son dernier congrès sur le leadership syndical des femmes. La volonté est présente. Mais quelle stratégie mettre en place pour renforcer l'égalité de genre? Je n'ai pas de réponse propre. Je sais que les fédérations, les syndicats, etc., certains mettent plus l'accent que d'autres là-dessus, mais sans énumérer les différentes stratégies mises en place, je souhaite porter votre attention, et je termine ici, sur deux types de stratégies qui me paraissent davantage complémentaires que différenciées. C'est que j'entends beaucoup de stratégies syndicales, et j'en ai encore entendu ce midi à ce propos, au moment du dîner, des femmes qui vont être présentées comme une catégorie de sexe, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la différence homme-femme comme catégorie de sexe. Vous aviez tous, on a tous réagi quand je vous ai parlé tout à l'heure de profil, de stéréotypes, tout ça, mais c'est ça que ça veut dire ici. Pas exclusivement, mais c'est ça que ça veut dire ici, c'est-à-dire on va représenter numériquement les femmes avec des quotas, avec des règles de proportionnalité, avec des conférences favorisant le développement personnel des femmes. Prise de parole, par exemple, comment les femmes peuvent davantage prendre la parole dans les assemblées. Ça, c'est du développement personnel, etc. Donc, formation réservée aux femmes. J'attire votre attention en complément sur un problème fondamental beaucoup plus structurel, de voir les femmes présentées comme un groupe social opprimé. Je sais que ça ne fera pas l'unanimité dans la salle nécessairement, mais un groupe social opprimé, c'est-à-dire de rendre, pas juste d'augmenter le nombre de femmes pour augmenter le nombre de femmes, mais augmenter la visibilité des femmes, notamment par des comités de femmes qui existent, donc des mesures spéciales destinées aux femmes, visibilité des femmes, mais en tant que groupe, cette fois-ci, pour mieux faire valoir les enjeux propres aux femmes, qui, souvent, on va entendre dire, par exemple, un comité de femmes, bien, c'est comme injuste, pourquoi il n'y a pas un comité d'hommes? Bien, ça dépend, c'est parce qu'on voit que c'est un problème structurel d'invisibilité des femmes qu'on veut rendre davantage visibles. Et la conclusion de ceci, et il n'y a pas de réponse toute faite, évidemment, c'est de se questionner à savoir, par exemple, un comité de femmes, des structures spécialement pour les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt sur la diversification des agendas syndicaux qui démontre que
les enjeux spécifiques, c'est-à-dire les enjeux spécifiques aux femmes, congé de maternité, conciliation vie personnelle, familiale, etc., etc., vont être aussi profitables pour les hommes, parce que dans la diversité des femmes, on retrouve des jeunes, on retrouve des origines culturelles différentes, etc. Donc, c'est de rendre plus visible un ensemble de profils qui est peut-être actuellement surreprésenté dans les membres, mais sous-représenté en termes de leadership. Alors, je m'arrête ici. C'est un peu le message qui démontre que, en fait, les stratégies syndicales axées sur le genre, c'est pas juste pour les femmes qu'elles sont effectuées, elles sont bénéfiques, nous dirait la littérature, pour l'ensemble du renouvellement du syndicalisme. Merci.